mi-nom de famille. Lee, Bruce Lee, un héros d'action, un symbole culturel, une légende vivante des arts martiaux à deux doigts de la déification. Un mec balance, un coup de poing, sans prendre le moindre élan, et son adversaire part en arrière, comme s'il s'était fait percuter par un semi-remorque. C'était son rêve, enseigner les arts martiaux, montrer au monde entier la beauté et la puissance de sa discipline. Autre moment mythique, il casse des planches épaisses avec seulement deux doigts, puis descend tranquillement faire des pompes toujours avec ses mêmes deux doigts. Star Wars sans offense, mais quand Bruce Lee débarque sur grand écran, tout le reste passe au second plan. La vraie question n'est pas est-ce que Bruce Lee était réel. La vraie question c'est comment. Le fameux coup d'un pouce, on dirait un tour de cirque. Un gars est planté à quelques centimètres de son adversaire, presque sans bouger le bras et bam. L'autre est projeté en arrière, s'écrase sur une chaise, souffle coupé. Des gens dans la salle se regardent, incrédules. C'est du fake, non? Non, c'était 100% réel. Le coup d'un pouce de Bruce Lee reste l'une des prouesses les plus dingues jamais filmées. Pas de spectacle, pas de force brute, de la pure poésie biomécanique. Sans élan, sans pas en avant, sans cri de guerre, il générait une explosion d'énergie qui traversait littéralement le torse de l'adversaire. Son poing avance d'à peine, un centimètre, et pourtant la puissance transmise est monstrueuse. Comment c'est possible? Les scientifiques et les experts en arts martiaux ont décortiqué la chose pendant des années. Tout commence depuis le sol. Les jambes de Bruce déclenchent une réaction en chaîne cinétique parfaite. Pieds, hanches, abdos, épaules. L'énergie remonte du plancher comme une vague. Le petit mouvement final du poignet n'est que la dernière étape. Un missile guidé par la physique et une maîtrise absolue. Jessica Rose, chercheuse en biomécanique à Stanford, l'a très bien résumé. Bruce Lee condense un mouvement de corps entier en une fraction de seconde. Il devient un fouet humain, pas de force brute. Du contrôle, de la synchronisation, de l'intention explosive. Aujourd'hui encore, des milliers de pratiquants essaient de reproduire le coup d'un pouce. Très peu y arrivent, la plupart échouent. Parce que ce qui ressemble à de la magie est en réalité le fruit de milliers d'heures de travail acharné, d'ajustements infimes et d'une concentration inhumaine. Bruce ne frappait pas seulement. Il a redéfini ce qu'on pouvait appeler la force, à partir d'un seul centimètre. Les pompes à deux doigts. Les pompes, c'est déjà une belle épreuve de force. Bruce, lui, les a rendus surnaturels. Imagine, tout ton poids descend et remonte, non pas sur les paumes, mais uniquement sur l'index et le majeur de chaque main, sans trembler, sans hésiter. Il le faisait devant des spectateurs en live, devant des caméras. Les images donnent encore des frissons. Torse nu, corps tendu comme un arc prêt à décocher. Il pose les doigts, respire calmement. Sous vous, puis descend, parfait, contrôlé, jusqu'à frôler le sol et remonte. Encore. Et encore. Ceux qui le voyaient en direct ne disaient pas juste waouh, ils étaient perdus, ça semblait impossible. Pas de trucage. Bruce ne faisait pas ça pour la gloire, c'était méthodique. Il pensait que chaque doigt, chaque articulation, chaque tendon devait servir à un but, puissance, vitesse, maîtrise. Ces pentes n'étaient pas seulement un exercice de force. C'était de la concentration, de l'équilibre, de la discipline jusqu'à l'os. Certains témoins jurent qu'il a enchaîné jusqu'à 200 d'affilée. Ce n'est pas de la vantardise. C'est une philosophie incarnée dans le mouvement. Beaucoup d'entraîneurs modernes minimisent. C'est rare, pas très utile en combat. Bruce ne cherchait pas à être normal. Et même si le Guinness mentionne des variantes de ce mouvement, personne n'a jamais retrouvé sa grâce et sa régularité. Sans les images, ça passerait pour une légende urbaine. Mais les caméras tournaient. Et c'était réel. Les vrais combats et entraînements. La question revient toujours, Bruce Lee a-t-il déjà fait de vrais bastons? Oui. Mais la plupart se sont déroulés en privé, sans caméra, sans public, avec un sérieux glacial. Un moment rare a quand même été filmé, 1967, championnat international de karaté de Long Beach. Bruce participe à une démonstration d'entraînement avec protection légère comme l'exigeait la loi californienne. Ce qu'on voit n'a rien d'un film. C'est clinique, précis, terrifiant d'efficacité. Ses propres élèves. Pas de musique épique, pas de montage. Juste du mouvement pur et du silence. Sa posture est détendue, mais chaque centimètre est calculé. Quand l'adversaire attaque, Bruce ne réagit pas à temps. Il bouge avant, comme s'il lisait l'avenir. Un minuscule transfert de poids et flash. Un coup éclair. Certains gestes étaient tellement rapides qu'il devait les ralentir volontairement pour que ses élèves comprennent ce qui venait de se passer. Ce n'était pas de la chorégraphie. C'était des échecs avec des points. Une technique tellement travaillée qu'elle devenait inévitable. Et puis il y a la fameuse bagarre chuchotée d'Auckland en 1964 en Bruce contre Wong Jackman. Pas de vidéo, juste des témoignages. Certains disent victoire écrasante, d'autres parlent d'un combat plus serré. Mais une chose est sûre, après cette confrontation, Bruce a tout changé. Il a créé le Jeet Kune Do, un style fluide, sans forme figée, sans traditions inutiles. Juste interception et intention pure. Ce n'était pas des rixes de rue, c'était des tests. Et Bruce les a tout passés. Pas avec de la force brute, mais avec une efficacité que la plupart des combattants ne comprenaient même pas.
Et si au moins une partie n'avait pas été filmée, on serait encore en train de se demander si c'était du mythe ou de la réalité. La maîtrise du nunchaku. Au départ, Bruce n'en voulait pas. Pour lui, c'était un gadget, du spectacle, inefficace en vrai combat. Mais Don Innocento, son ami et frère d'armes, pensait autrement. Il lui présente l'arme avec assurance. Bruce, sceptique, accepte d'essayer. Et là, miracle. En 3 mois seulement, il passe de zéro à maître absolu. En 1971, quand le public découvre la fureur du dragon, le nunchaku n'est plus un jouet compliqué. C'est une extension vivante du corps de Bruce. Chaque rotation, chaque coup, chaque changement de direction est chargé d'intention. Il ne le contrôle pas, il le fait chanter. Les bâtons fendent l'air avec une précision glaçante, s'arrêtent à quelques millimètres des visages, repartent en sens inverse sans hésitation. Bruce ne jouait pas, il composait une guerre. Moment le plus fou, un clip promo où il joue au ping-pong avec des nunchakus. Il renvoie chaque balle, coup après coup, avec une facilité dérangeante. Trucage, mise en scène, certains le pensent. D'autres jurent que c'était vrai, peu importe. Ce qui compte, c'est l'image. Bruce Lee domptait le chaos. L'homme qui avait méprisé le nunchaku comme un jouet l'a finalement réinventé devant le monde entier. Sans cette vidéo, ça ressemblerait à de la pure fiction. Mais la caméra tournait, et l'histoire a pris feu. Vitesse hors du commun. Sur le plateau, le réal crie action, Bruce bouge, et l'équipe ne voit rien, juste l'impact, juste une ombre. Ça s'est passé pendant le frelon vert en 1966. Dans le rôle de Kato, Bruce lançait des coups si rapides que la caméra classique 24 images par seconde ne suivait pas. Ces attaques apparaissaient comme des flashs fantomatiques, à peine visibles. Les gens pensaient que les rushs étaient abîmés. Non, Bruce était simplement trop rapide pour le cinéma de l'époque. La solution? Ils lui ont demandé de ralentir. Il l'a fait à contre-cœur. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que le monde n'était pas encore prêt à voir toute sa précision. Imagine demander à une Formule 1 de rouler au pas pour faire joli à la caméra. C'était ça. Plus tard, quand il a pris le contrôle de ses films, tout a changé. Dans Opération Dragon, ce que Hollywood ne pouvait pas suivre avant, on le voyait maintenant image par image. Le directeur photo Jill Hupps racontait que Bruce ajustait chaque mouvement pour la caméra, pas pour frimer, mais pour enseigner. Sa vitesse n'était pas un don. C'était une discipline construite atome par atome, après des années de micro-mouvements et d'explosivité. C'est ce qui transformait un simple geste du poignet en quelque chose d'invisible. Les caméras haute définition d'aujourd'hui auraient peut-être du mal à le suivre. Dans les années 60, le cinéma n'allait pas assez vite. Bruce, lui, était déjà loin devant. Tellement loin que la réalité a dû ralentir juste pour le rattraper. La discipline de faire. Il disait savoir, ce n'est pas assez, il faut appliquer. Vouloir, ce n'est pas assez, il faut faire. Pour Bruce Lee, s'entraîner n'était pas une partie de la vie, c'était la vie. Imagine un réveil militaire, course de 6 km le matin, 10 km de vélo, sans musique, sans podcast. Juste le bruit de ses pas et sa détermination. Ensuite, trempé de sueur, il enchaîne 20 minutes de corde à sauter à une vitesse folle. Pas un échauffement, une tempête, puis la souplesse. Bruce envoyait des coups de pied à la tête en marchant, même face à des gens très grands. Les grands écarts entre deux chaises n'étaient pas du spectacle. C'était sa routine. Il s'étirait jusqu'à ce que les ligaments hurlent. Pourquoi? Parce qu'il voyait la souplesse comme une libération de vitesse, comme bander un arc au maximum avant de lâcher la flèche. Ensuite, force fonctionnelle. Pas de gonflette esthétique. Son corps était une arme, pas une vitrine. Point lesté, séquence de coups pour graver le geste dans les muscles, isométrique pour simuler la tension du combat. Et les rumeurs de sang, voire 200 pompes à 2 doigts, reviennent souvent. Chaque soir, il visionnait ses sparring en slow motion. Chaque micro-erreur, chaque chute d'épaule, chaque réflexe imparfait, une leçon. Il était implacable, presque obsessionnel. Ses proches disaient, Bruce n'entraînait pas dur, il entraînait vrai. Sans mensonge, sans raccourci. Juste de la discipline pure, jusqu'à ce que la discipline disparaisse et qu'il ne reste plus que l'instinct. Bruce Lee n'est pas devenu une légende sur le ring. Il l'est devenu dans les heures invisibles, seul dans la salle face au miroir en guerre contre ses propres limites, sans public, sans applaudissements, juste des échos. Il n'avait pas besoin de super pouvoirs, juste de la discipline, de la vitesse et d'une conviction absolue. Bruce Lee a effacé la frontière entre mythe et réalité. Dans chaque image qu'on regarde encore aujourd'hui, il a prouvé que l'impossible ne vit pas dans les rêves, mais dans la dédication. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont changé la réalité avec leur corps. Bruce Lee l'a fait, et les caméras étaient là pour en témoigner.